Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle de la BM E87, la 120D. J'ai eu plein de problèmes, je vous montre tout ça dans cette vidéo, autant mécanique qu'informatique, on va dire avec l'électronique. C'est vraiment une grosse galère, mais bon, je vous montre tous mes problèmes dans cette vidéo. De retour sur la 120D, la BM E87, la dernière fois j'ai remonté le moteur à l'intérieur de la caisse avec la boîte. J'ai tenté de démarrer, enfin j'ai tenté de lancer le démarreur, bien sûr ça allait pas démarrer parce que j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs, j'ai remonté certaines choses que j'aurais pas dû. J'ai pas réamorcé le gasoil et puis pareil j'avais un problème sur le condenseur de clim que j'ai voulu régler à l'instant et ça s'est pas passé comme prévu. Sur le condenseur de clim, j'avais une vis qui était cassée à l'intérieur, j'avais la tête qui avait cassé, bon ça m'avait permis de démonter, mais bon je peux pas remonter comme ça. Et forcément j'ai voulu essayer de mettre un écrou, un contre-écrou, mais avec la tige qui est juste là, je sais pas si vous la verrez bien, qui est censée guider la prise on va dire de clim, du tuyau de clim, et ben en fait ça passait pas. Donc en fait je l'ai tordu, après j'ai voulu essayer de souder un écrou dessus pour essayer de renlever, mais ça soudait pas, ça faisait pas comme il faut. Et en plus de ça, en démontant pour faire quelque chose de plus propre, pour pas cramer les plastiques autour, je me suis rendu compte qu'en fait il était tout défoncé. Voilà, comme on peut voir, il est tout mort. Donc de toute façon j'en ai commandé un autre, j'attendrai de le recevoir, j'espère que ça sera dans pas trop longtemps. Et j'en ai profité pour démonter un petit peu tout le bloc, donc heureusement que j'avais pas remis le liquide de refroidissement dans le radiateur, parce que pour enlever le condenseur il faut démonter tout le bloc. Donc j'ai redémonté l'échangeur, le refroidisseur je pense de liquide de direction assistée je sais plus. Et bon, j'ai mis ça de côté en espérant de recevoir le condenseur assez vite pour pouvoir remonter tout ça. Maintenant, je vais passer à l'intérieur du moteur et en plus j'en ai profité aussi pour nettoyer parce que là c'était vraiment plein de saleté, autant derrière le radiateur que sur l'échangeur. Donc ça m'a permis de nettoyer aussi un petit peu. On voit que c'est plein de merde par terre. Donc au moins ça c'est fait. J'attends le condenseur pour remonter tout ça, mais en attendant, on va voir un petit peu dans le moteur. En plus de ça, j'ai pas forcément envie que ça démarre tout de suite. Donc je vais profiter du fait que ça soit pas encore purgé niveau du gasoil pour lancer le démarreur. Et j'ai enlevé le capteur ici de pression d'huile. Alors là c'est juste un capteur qui dit qu'il y a de la pression d'huile ou pas, mais ça dit pas la pression. Malheureusement sur ce moteur il n'y a pas de capteur de pression d'huile gradué, enfin je sais pas comment vous appelez ça, pour avoir la pression d'huile réelle. Donc ce que je vais faire par sécurité, c'est que je vais la mesurer en lançant le démarreur. Alors après je vais laisser ça branché lorsque j'aurai amorcé et que ça va démarrer, en espérant que ça démarre bien sûr. Et on verra au ralenti tout ça, combien j'ai de pression avant de remettre ce capteur qui sert bien sûr à alimenter à allumer le voyant ou pas pour la pression d'huile. Bon en général ce genre de système quand ça s'allume c'est déjà un peu trop tard, mais bon c'est comme ça. Là je me suis branché juste ici sur le support de filtre à huile à la place du capteur que je viens de vous dire juste avant. Donc pour ça sera bon. Si ça fuit un peu c'est pas très grave, je nettoierai. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le démarreur. On va voir si j'arrive à avoir déjà un petit peu de pression d'huile étant donné que j'ai déjà essayé de démarrer la dernière fois. Pour m'aider un petit peu, je vais utiliser un booster. Alors on m'a envoyé un booster, ça fait déjà un petit peu quelques semaines, je m'en suis servi 2-3 fois. Ça fait très longtemps que je le voulais et j'ai profité du fait qu'on me le propose pour le prendre. Donc c'est un booster de la marque Topdon, je vous le montre tout de suite. Donc ce booster, comme je disais, c'est le Topdon JS3000. Franchement, c'est le meilleur pour moi dans cette catégorie. Donc c'est pour ça que je suis content de vous le présenter. Donc il se trouve dans une sacoche. Ça se trouve à peu près comme ça. Normalement, si je ne me trompe pas, là, il doit être chargé. Si j'appuie, on va voir. Voilà, c'est bon, là il est à 100%. Donc là dans la sacoche, il y a les prises, enfin les deux prises rouge et noir, plus et moins, qui se branchent dessus. Là ici on peut le recharger avec la prise qui est fournie, ça c'est de plus en plus rare, et le câble qui est bien sûr à l'intérieur. Et ça sert aussi pour démarrer les voitures lorsque la batterie elle commence à être faible. Pour ceux qui suivent, vous savez que moi j'ai déjà un booster qui ressemble à ça. Alors c'est plus un booster d'atelier, c'est très lourd et c'est pas du tout la même catégorie. Ça c'est le GIS Start Pack Pro 1224. Vous pourrez regarder, il coûte plus de 1000 balles. Donc là c'est vraiment une autre catégorie. Et en plus c'est beaucoup trop lourd pour pouvoir emporter là où on veut. Ça l'avantage c'est qu'on peut l'emporter facilement dans un véhicule, soit qu'on va voir qu'il a du mal à démarrer ou même le garder en secours. Je l'ai emporté dans mon fourgon pendant les vacances et c'était bien pratique. Bon heureusement j'en ai pas eu besoin, mais en tout cas il était là et si j'en avais eu besoin, et au moins j'aurais pu démarrer sans problème, sans l'aide de quelqu'un d'autre ou avec des pinces ou quoi que ce soit. Là ça aurait fait vraiment génial. Là je vais m'en servir pour vous montrer. Bien sûr dans l'atelier j'aurais pu me servir de celui-là, mais quand je suis pas dans l'atelier, même quand je suis dans ma cour ou devant chez moi, c'est toujours un peu galère de sortir ce gros chariot, de passer entre les véhicules, alors que là ça tient dans la main, vous voyez. Donc c'est vraiment super pratique, c'est vraiment complémentaire du deuxième et je suis vraiment encore une fois très content de vous le présenter.
je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Et là je vais le brancher sur la batterie pour l'aider un petit peu, lancer le démarreur plusieurs fois pour pouvoir faire monter la pression d'huile et ensuite pour pouvoir essayer de démarrer. Donc c'est bien utile et on va voir s'il tient longtemps, mais bon j'ai pas trop de doute là-dessus. Allez, j'ai branché les câbles sur le booster, le plus, le moins. J'ai appuyé ici sur le boost pour pouvoir le mettre en fonction, pour pouvoir le démarrer. Et maintenant, je vais lancer le démarreur pour voir si on arrive à avoir un petit peu de pression d'huile. Allez, je vais lancer le démarreur plusieurs fois et on va voir si ça fait quelque chose. Au niveau de la pression d'huile, ça serait bien quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la clé ? Je vais attendre un petit peu et je vais relancer pour voir si ça met un petit peu de pression d'huile. Moi, je viens de regarder le plan juste avant et la pression commençait déjà à monter. Donc c'est bon signe, je relance pour voir et on voit ce que ça donne. Ouais, c'est bien ce que je pensais, le booster il doit s'arrêter au bout d'un certain temps. Il doit falloir le réactiver sur le mode boost. Quand j'en suis servi, j'avais pas eu besoin de lancer le démarreur aussi longtemps. Là le but c'est pas de démarrer encore une fois, c'est de tester la pression d'huile. Et j'espère qu'elle, cette fois-ci, elle est montée un petit peu plus sur l'aiguille. Vous avez dû le voir avant moi, je vais regarder ça. Et on se reprend juste après. Bon, comme vous avez dû le voir, 1,5 bar au démarreur de pression d'huile, donc c'est très bon. Pour le moment, ça m'ira très bien comme ça. Maintenant, on va essayer de tenter un démarrage, d'amorcer le gasoil. Pour le booster, vous voyez, j'ai perdu un petit point. Alors, je m'en étais déjà servi un petit peu, donc forcément, on force de s'en servir. Là, j'ai lancé le démarreur pendant presque 1 minute au total, 2 fois 30 secondes, je pense, ou peut-être un peu moins. Et forcément, ça pompe un petit peu. C'est un petit booster, mais franchement, il va super bien. Et vous avez entendu que le démarreur, il tournait très vite, plus vite que 100 en tout cas. Donc pour moi c'est quand même un super outil, j'aurai l'occasion de vous en reparler encore plein de fois par la suite parce que je pense que j'en aurai besoin malheureusement, enfin malheureusement, heureusement de l'avoir, mais malheureusement des fois on a besoin de s'en servir quand on a des pannes de batterie. Bon, maintenant j'aimerais essayer de démarrer, mais bon, j'ai l'impression que ça va pas être aussi facile que ça. J'ai sorti la tablette, la Waze Diagnostic, et je me rends compte qu'il y a plein de défauts. Là j'en ai déjà effacé tout ce que je pouvais, et il y a encore ceux-là qui restent. Donc CAS, ça pue un peu la merde. DDE, donc c'est DME, DDE. Électroventilateur, bon ça, il n'est pas branché, parce que je l'ai débranché. Papillon pilotage, alors je sais pas si c'est le papillon qui a de GR, bon ça à la limite... il faudra faire quelque chose. Ensuite là, communication perturbée avec le contrôleur du moteur pas à pas gauche. Et contrôleur avec le pas à pas gauche. Alors je sais pas ce que c'est moteur pas à pas. Mais j'ai ces défauts qui partent pas. Le plus inquiétant pour moi c'est celui-là, la CAS processeur. Je sais pas vraiment ce que ça peut être. Mais en tout cas, pour faire l'amorçage du gasoil sur cette voiture, il y a une pompe de gavage qui devrait se lancer lorsque je mets le contact. Donc là si je mets le contact... j'entends rien du tout, il n'y a pas de pompe de gavage qui se met. Je vais essayer de voir si j'arrive à l'activer directement avec la tablette et sinon je rechercherai un petit peu plus loin. Donc là j'ai trouvé le mode pour pouvoir tester la pompe à carburant, donc 120 litres/heure, 60 litres/heure. Commande régulation de pression, ça je sais pas, donc on va tenter 120 litres/heure. On va voir si j'entends quelque chose, donc actif. Ah oui, donc là j'entends la pompe. Donc la pompe elle fonctionne, à mon avis c'est juste la synchronisation entre le CAS et le DDE qui est plus vraiment valide. Il faudrait que je resynchronise tout ça avec IMPA. Il y a l'un d'entre vous qui me l'a envoyé, il faut que je l'installe, il faut que je m'en occupe. Mais bon, pour vous, c'est tout de suite. Bon, je vous ai passé un petit peu ce que j'ai fait entre temps. J'ai installé IMPA, enfin je l'avais déjà, mais bon bref, je l'ai réinstallé. Ça va pas, il faut des SP Daton, des machins, ça me saoule, c'est des trucs d'ordinateur, c'est pas possible. Mais bon, en fait, toutes les fonctions, je les ai de disponibles dans la Mucar 892 BT, la tablette que je vous ai présentée dernièrement. D'ailleurs, elle est super bien cette tablette. Je devrais en recevoir une prochaine dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir en essayer une nouvelle. On verra si elle sera mieux ou pareil, ou peut-être moins bien, je sais pas, mais je vous en reparlerai. En tout cas, cette tablette, elle possède la fonction synchronisation DME
CAS. Donc le CAS, c'est quoi? C'est un boîtier confort, je vais le montrer juste là. Je l'ai démonté. Donc en fait, tout me rapproche dans le sens où le problème vient du CAS. Alors j'ai ouvert, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas l'impression qu'il y ait un composant qui est cramé, mais apparemment ça serait peut-être le fichier qui est corrompu à cause de la batterie qui a été un petit peu trop faible pendant trop longtemps. J'en suis pas encore certain, mais en tout cas je vais dans cette direction et j'espère que j'arriverai à réparer ça. J'ai encore pas les éléments pour pouvoir le faire, mais je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Donc le CAS c'est ça, sur mon modèle c'est un CAS 2, CAS2, alors sur ceux d'après c'est un CAS 3 mais on s'en fout, et à l'intérieur il y a cette carte électronique, pardon j'avais perdu le nom, donc qui est inséré dedans, qui est clipsé dedans, qui ressort par là, et cet élément se trouve sous le volant, donc au niveau du tableau de bord sous le volant, il faut démonter le plastique dessous, et ça bah, du coup c'est le boîtier confort qui, bon je crois qu'il contient les kilométrages, autant que le compteur, et en fait entre la clé, le CAS plus le DME, il faut que tout soit lié avec le numéro ISN, un petit peu comme je vous avais expliqué pour la Mini. C'est un petit peu compliqué, je vous avoue que même moi je ne comprends pas toujours tout, mais en tout cas j'essaye de le faire. Le but, ça serait de... J'ai commandé un appareil pour pouvoir le lire. Donc là déjà, comme on peut voir, les éléments, bon de ce côté on verra pas grand chose, mais il n'y a rien qui a l'air d'être cramé. Et même de ce côté, franchement, il n'y a pas de composant qui a l'air d'avoir brûlé ou quoi que ce soit, ça a l'air de quand même être en bon état. Donc le processeur qui est là, c'est ça le défaut que j'ai, donc à voir si c'est pas un défaut là-dessus. J'ai commandé un outil qui se met dessus pour pouvoir le lire, alors c'est un peu une chinoiserie, mais bon on va voir si j'arrive à faire quelque chose avec. Et j'ai aussi commandé un autre CAS pour pouvoir récupérer au moins un fichier valide si celui-ci il est pourri. Bon le CAS il arrivera un peu plus tard, donc on va voir comment je fais, mais déjà avec l'outil, je vais voir si j'arrive déjà à lire le fichier EPROM qu'il y a là-dedans, et voir ce que j'arrive à en sortir. J'ai pas de fichier sain d'un autre CAS qui pourrait fonctionner pour pouvoir le comparer, donc ça va être un peu compliqué. Dans tous les cas, je vais vous épargner un petit peu toutes mes recherches et je vous en reparlerai lorsque j'aurai un peu mieux trouvé. En attendant, j'ai reçu mon nouveau condenseur de clim. Alors comme vous voyez, il n'est pas neuf, il est d'occasion, mais c'est un d'origine de BMW et il est en bien meilleur état que le mien. Bon, il a quelques petits coups dans les ailettes, mais j'espère qu'il ne fuit pas. C'est ce qu'on verra bien sûr quand je remettrai la clim sous vide, le circuit de clim sous vide. J'espère que ça ira, en tout cas c'est le même modèle, donc c'est déjà le principal. Je vais le remettre en place dans le bloc de radiateur, et puis je remonte tout ça dans la voiture. Peut-être que j'essaierai de tirer le vide avant de tout remettre le liquide de refroidissement pour être sûr qu'il ne fuit pas. Et si en tirant le vide dans la clim ça ne fuit pas, et ben, je considérerais que c'est bon et je pourrais remettre en route tout ce qui est liquide de refroidissement et rebrancher tout ce qui est à l'avant pour finir de remonter un petit peu la voiture. J'ai remonté l'ensemble, le radiateur, tout ça, j'ai tout rebranché, la DA, le radiateur de chauffage, enfin le radiateur de refroidissement, les conduites de clim ici, que j'ai remis les vis ici, donc j'en avais une qui avait cassé, donc j'ai réussi à en retrouver une autre. Donc là tout est bien mis, j'ai remis aussi le ventilateur que j'ai rebranché, la durite d'admission avec la prise de suralimentation là que j'ai branché. Et là du coup j'ai branché aussi ma machine de clim et je suis en train de tirer le vide. Donc j'ai mis 30 minutes de tirage de vide et 6 minutes de test, c'est juste pour voir. De toute façon, je pense pas que je vais mettre le gaz tout de suite. Je vais tirer pour voir si le vide y tient. Et si ça tient, et bah, tant mieux, j'aurais déjà un souci en moins. Et si ça tient, je pourrais commencer à m'occuper de faire la purge du liquide de refroidissement. Vu que je peux pas avancer sur le reste, autant faire ça. Comme ça avance un petit peu plus. Et j'ai encore autre chose à faire par-dessous, je vous montre juste après. Bon, comme c'est écrit ici, j'ai tiré le vide pendant 30 minutes, j'ai fait un test pendant 6 minutes et j'ai 4 millibars à la fin. Alors c'est pas exactement ça, j'ai regardé un petit peu ce que ça me donnait, donc je suis parti de 1 millibar, je suis monté très progressivement jusqu'à 5 millibars, ensuite c'est redescendu à 3, et ensuite c'est remonté à 4, bon comme c'est noté ici. Et en fait d'après ce que j'ai compris, ça risque d'être un peu d'humidité qui reste dedans. Ce que je vais faire, c'est que moi j'ai un petit peu de temps, donc je vais relancer une mise sous pression de 45 minutes et un test de 15 minutes et on verra ce que ça donne d'ici là. Pendant ce temps, encore une fois, je fais autre chose. Bon, finalement, j'ai fait un test, enfin j'ai fait un tirage au vide de 60 minutes, de 1 heure, et un test de 15 minutes. Alors je comprenais pas pourquoi, je suis pas descendu à moins de 7 millibars. Alors c'est infime hein, par rapport à 1 millibar que j'ai d'habitude. Et dans tous les cas, pendant les 15 minutes, ça n'a pas bougé de 7 millibars, donc c'est que j'ai pas de fuite. En tout cas, je l'interprète comme ça, me parlez pas d'azote, j'en ai pas. Et ensuite, vu que j'ai eu un doute avec les 7 millibars, j'ai refait un test de 4 minutes, je crois. Voilà, 4 minutes de test et 4 minutes de pression, c'était à 6 millibars. Donc en fait, je pense que peut-être ma pompe de la machine est peut-être un petit peu fatiguée, peut-être qu'il faudrait que je rajoute de l'huile, je sais pas. On verra ça une prochaine fois. Ensuite, j'ai rajouté 40 ml d'huile et 500 ml, 510 du coup de gaz. Sur l'étiquette qui est sous le capot ici, on peut voir 500 plus ou moins 15 grammes, donc je suis dans les tolérances. Nickel, malheureusement ce raccord nickel, mais là-bas j'ai l'impression que ça fuit un petit peu. Donc bon, on verra avec le temps si ça fuit ou si ça fuit pas. Malheureusement la fuite au raccord, je pouvais pas le voir avant parce qu'il n'y avait pas de gaz dedans.
et maintenant qu'il y a du gaz, et ben je le vois. Donc est-ce qu'il faudrait que je revide et que je change l'obus? Je sais pas. Bon, pour le moment je vais laisser comme ça et on verra par la suite comment je fais. Donc pour la clim c'est bon, je compte pas redémonter ce bloc là, donc je vais commencer à regarder pour la purge du liquide de refroidissement, mettre le liquide de refroidissement là-dedans, et ensuite il faudra que je joue aussi pour la direction assistée, et ensuite encore autre chose en dessous comme je vous ai dit juste avant. Pour le liquide de refroidissement, j'utilise encore une fois mon outil, je vous le mettrai encore une fois dans la description, même si je l'ai utilisé déjà plein de fois pour ceux qui suivent. Donc comment ça fonctionne? C'est un bouchon qui se met à la place du bouchon de liquide de refroidissement. Ensuite un raccord ici, je branche mon air comprimé ici, et en ouvrant la vanne là, ça me tire le vide à l'intérieur du circuit. Donc là comme on peut voir, je suis environ à moins 40, un peu plus de moins 45. Alors je sais pas à quoi ça correspond là, je connais pas, mais bon c'est pas des barres, bref vous avez compris. Du coup j'ai aussi mon tuyau qui est là, donc avec la vanne qui est fermée, qui va directement dans le liquide de refroidissement. Là pour le moment j'ai juste purgé le tuyau, donc j'ai encore pas inséré le liquide de refroidissement. Je vais attendre un petit peu, quelques minutes, voir si la dépression bouge. Si ça bouge, ça veut dire qu'il y a une fuite. Si ça bouge pas, je pourrais ouvrir la vanne et le liquide de refroidissement sera inséré dans le circuit grâce au vide. Ça me permet d'éviter de faire des purges un peu bizarres. Bon, des fois, il faut quand même en rajouter un petit peu. Bon, en général, il y en a toujours dans le liquide, dans le vase d'expansion. Et des fois, il faut en rajouter un peu, des fois non. Donc ça dépend. Ça m'évite d'utiliser toutes les purges qui sont ici. Celle qui est là, à la place de la vanne EGR qui a été rajoutée. Et je pense qu'il y en a certainement d'autres. Je m'embête plus à faire ça maintenant. J'utilise mon outil et ça va vraiment très bien. J'en suis vraiment très content. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas et si vous faites souvent des purges de liquide de refroidissement. Et en attendant, je vois si le vide y baisse et j'insère le liquide de refroidissement pour passer à autre chose. J'ai mis tout le liquide de refroidissement qu'il fallait, j'ai branché une pompe avant d'enlever et j'ai monté la pression jusqu'à 1 bar, 1,1 bar environ. Là on peut voir sur le bouchon une inscription 140, donc c'est en fait je pense qu'il est taré jusqu'à 1 bar 4. Malheureusement à partir de 1 bar, 1,1, j'ai déjà une fuite au niveau du Calorsta ici. Je vous mets la lumière, ça sera mieux. Donc en fait j'ai une fuite ici. Donc au niveau de cette pièce, au niveau sur le dessus là, de la vis, si je touche là c'est peut-être un peu mouillé. Non, c'est peut-être déjà plus trop mouillé. Bon, ça fait surtout des bulles. Dans tous les cas, ça devrait pas arriver. Ce joint, c'est le joint de Calorsta et je l'avais commandé. Et en fait, ben, il est là. Je l'ai pas monté. Je sais pas pourquoi je l'ai pas monté. J'ai dû vouloir monter tout l'ensemble en même temps sans vouloir y démonter. Mais en fait, c'était une erreur parce que la seule pièce que j'ai pas changée, ben, elle m'emmerde. Donc du coup, le joint, il est là. C'est relativement accessible, donc je vais le faire pendant que je peux. Donc je vais revidanger un peu le liquide de refroidissement pour pas que ça coule de partout. Et ensuite, eh ben, je le referai la purge par la suite. J'ai démonté la pièce avec le Calorsta. Effectivement, le joint qu'il y avait là était bien fatigué. Je sais pas si ça se verra, mais là, il était bien bouffé. Bah, c'était exactement ici que ça fuyait. Donc bon, je mets le neuf, ce que j'aurais dû faire bien avant. Mais bon, au moins je l'ai en stock et je peux remonter ça tout de suite. Et je repurge le liquide de refroidissement en espérant que ça soit même encore mieux. Parce que vu que le circuit il est assez grand, je sais pas si ça va bien tirer le vide de partout, je sais pas. Bon bref, on verra si j'arrive à remettre un peu plus de liquide la deuxième fois. C'est parti, je remets le joint et je remonte tout ça. Bon voilà, j'ai remis le liquide de refroidissement, j'ai remis la pièce, le joint, tout ça. J'ai mis en tout 7,5 litres. Bon, sans compter ce qui est un peu coulé par terre, on va dire un petit peu moins, 7,3 litres. Et je crois que la contenance, c'est 8,2 litres. Donc effectivement, j'ai pas réussi à mettre tout ce qu'il fallait. Ça vaudrait peut-être le coup de retirer le vide et d'essayer d'en remettre encore un petit peu. Bon, je sais pas si je vais le faire. Je vais voir. En attendant, là j'ai mis la pompe sous pression. Donc là j'ai mis quoi? J'ai mis entre 1,4 et 1,5 bar. Là à ce moment-là, le bouchon est déjà censé s'ouvrir. Et j'entends pas de fuite et je vois pas de fuite. La fuite qu'il y avait, elle était juste là. Et quand je passe le doigt ici, il n'y a plus rien. Donc c'est nickel. Le joint, il fallait bien le changer. En plus, je l'avais. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le changer avant. Maintenant, c'est fait. J'espère qu'il n'y a pas d'autre fuite. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Je vais laisser ça quelques minutes. Et après, à voir si je remets encore du liquide de refroidissement. Ou si je fais la purge un peu plus niveau classique. Avec les purges qu'il y a ici. Quand le moteur pourra tourner. C'est pas encore le cas. Mais j'espère que ça sera le cas avant la fin de la vidéo. En tout cas, c'est ce que j'espère depuis 2 vidéos déjà. Allez, c'est bon, impeccable, on verra quand le moteur tournera si ça ira bien. Là-bas, j'avais une petite fuite ici sur ce collier. Au niveau du radiateur de chauffage, j'avais un petit goutte à goutte quand je mettais un bar 5 de pression. Donc j'ai enlevé le collier, j'ai renfoncé un peu la durite. Bon, elle était presque bien mise. J'ai tourné un peu le collier. J'ai réessayé 1,5 bar et ça fuyait plus. Donc là, c'est impeccable. J'ai pas de fuite dans le liquide de refroidissement. Là, on peut voir avec la tige ici que je suis un petit peu trop haut par rapport au niveau. Normalement, il faudrait que là, ça soit le maxi et là, c'est le mini. Donc là, je suis un peu trop haut, mais bon, l'eau va circuler et certainement qu'il y a encore des poches d'air un petit peu à l'intérieur. Donc on verra un peu plus tard quand ça aura démarré, s'il faut en remettre, ou si on a trop, ben j'en enlèverai, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour le moment, ça sera bon pour moi.
On est sur le dessous de la voiture, là je viens de serrer l'arrivée du bocal de DA sur la pompe, comme ça c'est fait, ça coulera plus par terre. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le filtre à carburant qui se trouve juste là sous la caisse. Je sais pas de quand il date, on verra si on trouve une date. Dans tous les cas je vais le remplacer, je fais ça hors caméra et je vous montre dès que c'est fait. Le nouveau filtre à carburant il est monté. Pour l'ancien il y avait une date dessus, je l'ai vu où? Je l'ai vu par là, voilà juste là. Alors je sais pas si on verra bien, 28 09 2011. Alors bon, ça veut pas dire grand chose la date, peut-être qu'il a été fabriqué en 2011 mais qu'il a été monté en 2022 ou 2025, je sais pas. Bref, dans tous les cas, enfin 2025 ça va être difficile parce que je l'ai acheté début de l'année. Mais dans tous les cas, on peut pas savoir vraiment la date, dans tous les cas, au moins je l'ai changé. Sur le nouveau, bon c'est un pur flux comme vous voyez, peu importe, mais il n'y a pas de date. Alors bon, je sais pas comment on fait pour savoir quand c'est qu'on change. Il vaut mieux le noter soi-même et s'en souvenir. Ensuite, je voudrais remettre cette arbre de transmission, mais comme j'ai dit, je l'ai remis, il aurait fallu que je le remette avant, parce que là, le flecteur, il gêne. Bon, dans tous les cas, le flecteur, il faut le changer. Il n'est pas tout neuf, il est un petit peu craquelé, on voit ici, là. Donc dans tous les cas, j'en ai acheté un neuf. À l'arrière, il est encore pire, je vais vous le montrer d'ailleurs. À l'arrière, il est juste là. Bon, regardez pas l'état du pont, ça on verra un petit peu plus tard. Mais le flecteur à l'arrière il est encore pire, il est tout craquelé ici, donc c'est pareil, j'en ai un autre, c'est pas le même qu'à l'avant, mais je l'ai aussi acheté, donc je vais le remplacer juste après. J'espère qu'il faudra pas trop se faire chier à tout démonter, mais bon on verra ça après. Je vais d'abord changer celui qui est à l'avant par celui-ci. Je vais quand même marquer le pont, enfin pardon, l'arbre de transmission par rapport au moyeu de boîte. J'avais déjà fait un repère par rapport au flecteur parce que je pensais remonter celui-là vu que je les avais pas, mais entre temps j'ai eu le temps de les acheter, donc je vais faire le repère sur l'arbre de pont pour pouvoir avoir au moins le même alignement. Je sais pas si ça peut vraiment changer quelque chose. Comme on peut voir ici, il y a des morceaux de tôle qui sont soudés et c'est en général pour équilibrer l'arbre. Et je sais pas si c'est vraiment important de le mettre en face, mais en tous les cas, ça me coûte pas trop cher. Ça me coûte même rien du tout de refaire l'alignement correctement. Je change le flecteur et ensuite on passe à celui de l'arrière. Allez, le flecteur avant c'est bon, je l'ai remonté, j'ai tout serré comme il fallait, donc ça c'est impeccable. Ici par contre le palier il n'est pas tout à fait en face, donc je vais voir si j'arrive à rétendre un petit peu l'arbre de transmission. Je pense qu'il doit s'étendre un petit peu là, mais j'arrivais pas à le bouger. Bon ça on verra après. Il va falloir que je m'occupe de celui de l'arrière, comme j'ai dit qui est bien craquelé, qui est bien mort. Mais avant tout j'ai reçu mon outil, le AK90, je vous montre ça. Donc comme je disais, j'ai reçu mon outil, le AK90 Plus. Alors c'est quoi? C'est pour refaire les clés principalement et aussi éventuellement pour pouvoir lire un processeur. Donc pour lire cette pièce qui est là sur mon CAS 2. Ça c'est mon CAS 2, c'est le boîtier qui me fait chier depuis le début. Donc là j'ai un connecteur qui ressemble à ça, qui est livré avec le AK90 et celui-ci. Donc celui-ci c'est pour des fils à souder. Et celui-là se branche juste comme ça. Et de l'autre côté, il y a une espèce de prise comme ça qui se met par exemple sur le processeur. De cette manière là. Forcément vous imaginez bien ça fonctionne pas, mais avant d'utiliser cette pièce, il faut déjà que j'arrive à connecter le AK90 à mon ordi. Je vous montre un petit peu tout ça, même si ça mène à rien, mais au moins ça vous fait une petite expérience. Donc là j'ai installé le logiciel AK90 qui a été livré dans le CD. Tous les logiciels, tous les fichiers, je les ai copiés dans l'ordinateur pour pas faire de conneries, parce que des fois de les installer avec directement le CD ça fonctionne pas. Donc j'ai installé le logiciel AK90. Là ça me donne des images pour me brancher, bon pour le moment on s'en fout. Et par exemple là dans mes fichiers j'ai un driver, donc le driver je l'ai installé, il n'y a pas de souci, hein, j'ai déjà installé 800 fois mais ça marche toujours pas. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc du coup je laisse faire, je vous montre un petit peu comme ça. Donc oui, est-ce que vous êtes d'accord? Mais évidemment, installe. Voilà, ça fait le bruit. Voilà, drive install success. Je suis pas très fort en anglais, mais ça veut dire que ça a fonctionné, apparemment en tout cas. Et ici, donc là je ferme tout ça. Donc le driver il est bien mis. Si je vais dans le gestionnaire de périphériques ici, alors attendez, pas notre configuration, afficher les périphériques. Ça il est pas trop mou cet ordi. Voilà, mon truc il est là et on voit qu'il y a un triangle jaune. Alors je sais pas pourquoi, si je mets résoudre les problèmes, forcément ça me résout rien du tout parce que Windows ne sait pas résoudre les problèmes, c'est vraiment de la merde ce truc là. Bref, résolution de problème, c'est terminé sans détecter de problème. Ah bah comme par hasard. Bon bref, ça a l'air de marcher. En tout cas, je pense que ça marche, mais en fait non, ça marche pas. Donc là, le AK90 il est bien branché ici en USB sur l'ordinateur. De toute façon, on l'a bien vu dans les drivers, dans les périphériques. Si je me rebranche comme ça, donc là dans le logiciel, si j'appuie sur Connect, normalement le AK90 devrait biper. Vous pourrez regarder plein de vidéos là-dessus, il biperait.
et là, il n'y a rien qui bip. Donc ce machin, soit c'est de la grosse merde, soit c'est de la merde. Genre j'hésite entre de la grosse merde et de la merde, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça fonctionne pas, donc je peux pas m'en servir, je suis face à un mur. Donc déjà, si j'arrive pas à connecter ça à l'ordi, je risque pas de le connecter sur mon Case 2. Voilà où j'en suis. Je suis en contact avec quelqu'un qui m'avait déjà aidé pour la mini grise. Je vais voir s'il arrive à m'aider pour ça. Bon, on est un petit peu plus tard, quelques jours après, j'ai discuté avec la personne qui m'avait aidé pour écrire l'ISN sur la mini, pour ceux qui suivent. Ça m'avait coûté 100 euros. C'est normal, il faut bien payer les gens qui travaillent, c'est ce qui est bien normal. Et là, s'il m'aide, il va falloir le repayer encore. C'est normal, lui, il passe du temps, donc puis c'est son boulot, donc il faut payer les gens. Moi, c'est pas trop ma façon de fonctionner. Je préfère faire moi-même, même si j'ai un peu du mal de temps en temps. Mais cette fois-ci, j'ai la K90, je l'ai renvoyé à l'expéditeur, remboursé à 100%, comme ça je vais pas me faire chier avec ça. À mon avis, le mien, soit il était défectueux, soit le driver était pas bon. Mais les appareils de bricolage, moi j'en ai déjà bien assez. J'arrive déjà pas à m'en sortir avec le reste. Donc là, cette fois-ci, j'ai commandé quelque chose de beaucoup plus sérieux pour m'occuper du Case 2 et puis de tout le reste qui arrivera sur les prochaines BMW si j'en fais. C'est un CGDI BMW. Je vous montrerai quand il sera arrivé. Bon, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux. En tout cas, j'espère. Ça coûte un peu plus de, ça coûte entre 5 et 600 euros, et voire un peu plus, suivant les options qu'il y a dedans. Et j'ai aussi acheté un adaptateur pour me brancher directement sur le Case 2 dans les prises. On verra quand ça arrivera. Ça sera dans cette vidéo. J'espère que la vidéo, que ça va pas arriver trop tard pour que je puisse sortir la vidéo assez vite et surtout pouvoir démarrer. En attendant, je vais continuer. Il me manque le flecteur à l'arrière à changer, puis 2-3 bricoles. Donc on continue sur la mécanique. Donc pour rappel, le flecteur à l'arrière il est bien mort, bien plus que mort même. Donc je vais le changer. Sur celui-là j'ai toutes les vis, donc là il est là. Sur celui-là j'ai toutes les vis avec. Je m'étais un petit peu trompé de référence pour celui de l'avant. J'ai le modèle sans les vis. Bon, j'ai remis les vis qu'il y avait, elles allaient très bien, je les ai pas foirées. Mais celle-ci a des vis un petit peu plus, on va dire, sensibles. Je sais pas si ça se verra, mais celles qui sont là, on va dire. Alors je sais pas si on pourra voir. Voilà, elles ont des têtes de vis en torse femelle je pense. Et du coup, c'est un peu plus sensible, on va dire, pour ces vis. Puis elles sont un peu rouillées. Donc je suis bien content d'avoir pris la version avec les vis pour celui-là. Donc c'est parti, je démonte le flecteur. Je pense qu'il va falloir que je démonte ça parce que sinon ça va me gêner. Je change le flecteur et puis avec les nouvelles vis, comme ça on peut passer à la suite. Bon, voilà pour le flecteur arrière. J'ai tout changé, j'ai tout remplacé, les vis et le flecteur, donc c'est nickel comme ça. Bien sûr, le train arrière il n'est pas très beau. Bon, le pont c'est pas très grave. On peut voir que la carrosserie commence déjà un petit peu à piquer. Bon, c'est pas perforant, mais bon, ça commence. Le train arrière c'est pareil. Le mieux ce serait de déposer tout le train arrière avec le pont, les cardans, tout ça. Donc redéconnecter l'aire de transmission, mais ça sera pour plus tard, en tout cas si j'ai la motivation de le faire, pour remettre un bon coup de propre là-dessus, éventuellement changer les cils en bloc, mais bon pour le moment c'est pas l'urgence. Je vais remonter les protections thermiques ici pour remonter l'échappement, et comme ça je pourrai un petit peu plus avancer et passer enfin au principal, essayer de démarrer. Bon, j'ai encore pas reçu les appareils, mais dans tous les cas je continue de faire les réparations en attendant. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus. Faut que je remonte aussi le palier central, mais je vais d'abord remettre la protection qui est ici à l'arrière, d'ailleurs qui s'est défait. Là, il faut que je mette une grosse rondelle pour qu'elle tienne parce qu'elle s'est percée autour. Bon, la voiture elle a un certain temps, hein, bientôt 20 ans l'année prochaine, donc forcément il y a des choses qui vont pas. Mais j'essaye de refaire un petit peu tout correctement. J'ai remonté le palier, les deux protections thermiques, le renfort qu'il y a au milieu, pareil il faudra mettre un coup mais on verra un peu plus tard. J'ai refixé l'échappement, que j'ai réglé à peu près, j'ai remonté cette patte là, qui restait, ça doit être pour le cache en plastique qu'il y a dessous. Et là maintenant ce que je voudrais faire, hein, j'ai aussi nettoyé un peu le train avant là que j'avais pas fait dessous, donc ça fait un petit peu plus propre. Encore une fois comme j'ai dit, c'est pas parfait pour ceux qui ont la référence que je dis à chaque fois. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vidanger la boîte parce que comme c'est écrit ici, Lifetime Oil, no oil change, donc ça veut dire qu'il faut faire la vidange de temps en temps. Et du coup, je vais vidanger par cet écrou qu'il y a là, et ça se remplit par ici jusqu'à débordement quand la voiture est bien de niveau. Donc je fais ça pour changer l'huile, parce que à mon avis ça n'a jamais été fait, et ensuite on verra pour passer à autre chose. Bon, forcément ça filmait pas, donc j'ai déjà vidangé l'huile. J'étais en train de vous expliquer que ici sur l'étiquette c'est écrit MTF LT2, donc c'est l'huile qu'il faut mettre dans la boîte. Ça correspond à de la 75-80 je crois, voilà, 75-80. Alors pas n'importe quel 75-80, il faut que ça soit certifié à l'arrière BMW MTF LT2. Donc là celle que j'utilise, il y a MTF LT1, LT2, LT3, LT4, ils ont mis toute la ribambelle, donc c'est nickel. Je vais pouvoir remettre l'huile par le bouchon de remplissage qui est sur le côté ici. Je crois que c'est entre 1,6 litre et 1,8 litre, je sais plus, et jusqu'à ce que ça déborde. C'est pour ça que j'ai laissé le bac en dessous. L'huile que j'ai vidangée, du coup vous n'avez pas vu, elle était un petit peu chargée en métal, mais bon, pas de morceaux, rien. Sur le bouchon, il n'y avait pas de... Alors je sais pas s'il y a un aimant sur ce bouchon, mais je crois pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas de pâte spéciale. En attendant, je pense que ça fera quand même du bien de vidanger. Je suis pas sûr que ça a déjà été fait. Même si c'est écrit vidange, pas de vidange,
huile à vie, bon, c'est pas ce que je vous conseille. Surtout que là, la voiture, comme j'ai dit, elle a presque 20 ans. Et comme vous me l'avez dit, elle a peut-être plus de 300 000 km, peut-être plus de 400, j'en sais rien. Donc dans tous les cas, il vaut mieux que ça soit fait. On a tout refait, enfin j'ai tout refait sur la voiture. Donc franchement, une vidange, ça coûte rien. Donc c'est parti, je vais remplir avec la seringue. Je vais essayer de pas trop en foutre de partout. Donc j'ai 2 litres, donc j'espère que j'ai un petit peu de marge. Je peux me permettre d'en faire couler un petit peu à côté. Bien sûr, je rigole. Allez, c'est parti. Donc je remplis par le remplissage, comme j'ai dit, jusqu'à ce que ça déborde. Bon, là, je viens de commencer, donc ça va pas déborder tout de suite. Je vais déjà faire le premier bidon d'1 litre. Je sais que vous me demandez de vous montrer quand je suis en train de faire. Malheureusement, là, j'ai oublié d'allumer la caméra pour la vidange. Bon, c'est pas grave, ça reste qu'une vidange. Hein. Des vidanges, j'en ai plein sur YouTube. Il y en a qui sont certainement meilleurs que moi pour faire des vidanges. Ah, voilà. Donc là, je vais laisser couler jusqu'à ce que ça s'arrête. Et ça fera le plein. Donc il y a largement 1,8 litre. Hein. J'ai presque mis les 2 litres. Malgré ce qui a coulé à côté, bon, c'est pas grand chose. Je laisse couler jusqu'à ce que ça s'arrête. Je remets le bouchon. Et c'est bon pour la boîte. Donc pendant qu'on y est, je pense que vous voyez là le bouchon d'huile qui est là. Je sais pas pourquoi ils avaient mis une rallonge. J'ai mis ce carter sans trop m'en soucier. Et je me rends compte que ça sointe un petit peu. Le moteur il a encore pas démarré. Bon, je vais pas ouvrir le bouchon maintenant pour refaire l'étanchéité parce que l'huile que j'ai mis, le moteur il a même pas démarré. Donc je vais quand même, de toute façon je compte refaire une vidange peu de temps après. Donc j'espère que ça tiendra un petit peu, que ça coulera pas non plus du bouchon d'huile quand ça sera chaud, quand le moteur aura enfin démarré. Mais dans tous les cas, je vais faire une vidange. Là, je vais faire quelques centaines de kilomètres à peine avec la voiture et je referai une vidange directement dans la foulée. Et à ce moment-là, bah, j'essaierai de faire une meilleure étanchéité, voire de remplacer le bouchon complet. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette rallonge. Bon, c'est pas grave. Tant que ça fait étanchéité, après, moi je m'en fous. Par contre, s'il faut changer le carter parce qu'il est foiré, là ça va être un peu plus différent, mais bon, j'ai la poisse et j'espère pas à ce point quand même non plus. Allez, voilà, pour la boîte ça sera bon. Un petit coup de nettoyant frein pour enlever l'huile qui est traînée. Allez, voilà, nickel, c'est tout neuf. Donc pour la boîte ça sera bon. J'avais prévu aussi l'huile pour le pont arrière, mais vu l'état, je vais peut-être attendre un petit peu, voir si je démonte le traîneur pour tout refaire. Bon, ce sera pas tout de suite, hein. Je préfère attendre que ça démarre et que je roule un petit peu avec, mais peut-être que ça vaudra le coup de tout refaire et de refaire la vidange à ce moment-là. Pour la boîte c'est bon, maintenant je vais essayer de repasser par le dessus pour remonter un petit peu les plastiques parce que normalement je ne devrais pas avoir besoin d'avoir accès au moteur par la suite, en tout cas j'espère pas. Bon, du coup j'ai rien filmé, j'ai remonté le petit cache ici de moteur qu'on voit quasiment pas là, qui est au fond, avec les 2 vis. J'ai remonté tout le plastique ici qui accueille les 2 filtres habitacles, avec les 2 couvercles de chaque côté. J'ai remis le capteur qui est juste là, je sais pas à quoi ça sert, capteur d'air certainement. Et j'ai remis aussi les 2 barres ici de renfort entre les têtes d'amortisseur, pardon, et ici. Donc il faut que je remette le bouchon en plastique. Donc j'ai remis tout ça, ça me cache un peu le moteur, j'espère que j'aurai pas besoin d'y avoir accès, sinon je redémonterai. Mais bon, on va essayer d'avoir un petit peu d'espoir et de dire que ça va bien se passer. Je vais continuer le remontage en mettant les fils d'habitacle, que je vais changer d'ailleurs, et le plastique qui vient par-dessus, et puis ensuite peut-être l'arrivée d'air, si j'ai rien oublié à brancher de ce côté-là. Il faudra aussi que je mette du liquide de direction assistée dans le bocal, parce qu'il ne doit plus rien avoir vu que j'ai tout purgé. Et puis petit à petit on s'avance, hein, il ne manquera plus qu'à avoir le boîtier pour essayer de régler ce souci de démarrage. Je continue par le changement du fil d'habitacle, donc le neuf, l'ancien, et je remonte tout le bloc dans la voiture. J'ai remonté le couvercle avec le filtre habitacle neuf. Je me suis rendu compte que ce couvercle, en fait, il est éclaté. Déjà, les 2 pattes ici, elles sont cassées. Peut-être que c'est moi qui les ai cassées, je sais plus. De l'autre côté ici, il est cassé aussi. Ici, j'ai pas tout le retour. Donc ça fait qu'il y a un peu une prise d'air ici. Donc pas génial. Il faudrait que j'en trouve un autre. C'est pas indispensable pour le moment, mais il faudrait que j'en trouve un autre. J'ai regardé un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont cassés. Si jamais il y en a un d'entre vous qui en a un à me vendre pas trop cher, eh ben, je l'achèterai. D'ailleurs, si quelqu'un d'autre, enfin si la même personne ou quelqu'un d'autre a des vis en trop, qui connaît bien ses moteurs, il me manque cette vis là, et il me manque une vis comme ça là, de collecteur d'admission qui vient juste là. Bon, je redémontrerai s'il faut démonter pour remettre la vis. Mais ces vis, en fait, elles sont difficiles à trouver. Ou alors, il faudrait peut-être que j'aille chez BM. Malheureusement, moi, je suis au fin fond de la campagne, donc rien que pour aller chez BM, il me faut 1 heure. Et s'il faut 2 heures pour aller-retour pour aller commander, 2 heures pour aller chercher la vis, ça fait un peu chier pour une vis. Bon bref, vous avez compris. Là, il me manquera le carter en plastique à remettre là. Même si je suis confiant, je ne vais pas le remettre tout de suite. J'aimerais bien voir comment ça se passe avant. J'ai quand même remis ici l'entrée d'air. J'ai remis quoi? J'ai refixé ça là. J'ai juste clipsé sur le dessus. Et j'ai remis aussi du liquide de direction assistée. Bon, il faudrait faire tourner le démarreur, ou le moteur en tout cas, pour que ça se purge. Il faudra certainement en remettre. Là, j'en ai pas mis un ras-bord, mais pas loin. Et à mon avis, il faut que ça tourne pour que ça puisse se purger. Donc la DA, il faudra vérifier au redémarrage. J'ai aussi remonté les essuie-glaces que j'aurais jamais dû démonter, ça servait à rien, mais bon, c'est pas grave, on apprend en faisant aussi. Maintenant, comme on peut voir ici, j'ai le cache de phare que j'ai démonté.
En fait, sur ces phares, donc moi j'ai des bixénons. Alors c'est quoi bixénon? Moi je ne savais pas, mais je vais vous le dire parce que maintenant je le sais. Les xénons sont pour les feux de les codes, enfin comment on appelle ça, les feux classiques on va dire. Et pour les pleins phares, c'est quelque chose qui s'enlève du xénon, donc ça fait une lumière plus importante, et aussi un halogène. Je comprenais pas pourquoi c'était bixénon, parce qu'il y avait un halogène qui s'allumait pour les pleins phares. Mais en fait, l'halogène, il est doublé avec le xénon et le cache qui se lève. D'ailleurs, ça fait un bruit quand je mets les phares. Je vais vous allumer tout ça et vous allez voir que c'est à moitié jaune, à moitié blanc, bleu. J'aime pas trop ça, donc je vais voir si je peux faire quelque chose de ce côté-là en attendant les appareils pour pouvoir démarrer le moteur. Bon, pour les phares, finalement, ça sera plus tard. Vu qu'il n'y a pas le casque qui est branché dans la voiture, je peux pas mettre le contact. Et sans mettre le contact, je peux pas allumer les xénons. C'est pas très grave, ça sera reporté pour plus tard, peut-être plus dans la partie carrosserie. Donc je vais attendre un petit peu de recevoir le boîtier. De mon côté, je vais faire autre chose sur d'autres projets. Et puis j'espère que ça arrivera vite pour pouvoir démarrer cette voiture, en espérant que j'y arrive bien sûr. Allez, ça y est, j'ai enfin reçu mon CGDI. Donc bon, ça a été quand même assez rapide, mais c'est toujours trop long quand on attend. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Alors, il n'y a pas grand chose dans la boîte, hein. Là, il y a ce boîtier, qui est très léger d'ailleurs. Mais bon, le principal, c'est qu'il réussisse à faire ce que j'ai envie. Il y a une carte ici, dont je ne vais peut-être certainement pas me servir, qui se branche de ce côté. Je pense que c'est pour lire les puces ou je sais pas quoi. Il y a aussi cette pince là, comme une pince Soic 8 un peu, je pense. J'en avais une qui se branchait pas pareil, qui se branche sur cette carte, mais ça c'est pareil, je vais pas en avoir besoin. Là ici j'ai le branchement OBD qui va vers la grosse prise de ce côté, et là j'ai le câble USB qui va du coup sur l'ordinateur avec la prise qui est là au fond. Là il y a aussi une alimentation, donc je sais pas, ça doit dépendre peut-être de ce qu'on a besoin. Je viens juste de le déballer, hein, donc je sais pas encore exactement comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai aussi commandé un adaptateur pour me brancher directement sur les prises du casque, c'est-à-dire juste sur ces deux prises ou sur une seule prise, je sais pas, on verra. Mais je l'ai pas encore reçu et apparemment il n'arrivera pas demain. Donc je vais essayer de me débrouiller déjà avec on va dire cet assemblage là, c'est-à-dire qu'il faut que je remonte le casque dans la voiture pour pouvoir le lire avec la prise OBD. Donc bon, c'est pas très compliqué, il y a juste deux prises à rebrancher, je vais pas forcément le refixer. Je vais essayer de lire le fichier qu'il y a dans le casque, voir si je peux faire d'autres fonctions, on verra, je vous montrerai bien sûr. Et bien sûr, le fichier, même s'il est corrompu, comment je vais faire pour savoir s'il est bon ou pas? Et bien en fait, j'ai acheté un deuxième casque que j'ai reçu d'occasion. Alors l'ISN, ça sera pas le même, le kilométrage, peut-être même les options ou le transpondeur de la clé, transpondeur, j'arrive plus à parler. Donc je vais voir, je sais pas, mais au moins j'ai déjà quelque chose sur lequel me fixer. Normalement celui-là il fonctionne, en tout cas j'espère. Donc c'est pareil, il faudra le brancher sur la voiture pour pouvoir le lire. Mais vu qu'il ne sera pas raccordé avec le reste, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. C'est pour ça que pour celui-là, je vais attendre un petit peu. Je vais d'abord recommencer par remonter celui qui avait d'origine dans la voiture et le lire avant d'OBD. Et on voit ce qu'on arrive à faire d'ici là. Je suis désolé, pour certains c'est peut-être un peu du chinois, mais il y a quelques jours j'y connaissais rien non plus. D'ailleurs j'y connais toujours que dalle. Bon alors, j'ai rebranché mon casque d'occasion qu'il y avait dans cette voiture sur la voiture. Donc là il est dans le tableau de bord, il se trouve juste ici, là, bon on le voit pas, mais il est juste là, le boîtier blanc. Ensuite j'ai branché mon CGDI en OBD sur la voiture avec l'ordinateur. Et en fait je me suis vite rendu compte que je pourrais pas faire grand chose parce que c'est un CAS 2 et le CAS 2 c'est un peu plus limité. Finalement l'adaptateur que j'ai commandé, que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs à 50 €, je pensais l'avoir commandé un petit peu en plus pour me faire plaisir, pour pas faire soudure tout ça, mais en fait il est indispensable pour les CAS 2. Là comme on peut voir, on a toutes les fonctions et je suis déjà allé dedans. Malheureusement j'ai bloqué le casque. Alors ça c'est rien de grave apparemment et au pire j'ai l'autre. Mais par exemple ici quand je mets la clé, alors attendez, hop, je mets la clé, voilà, j'ai le volant avec le cadenas, donc là ça prouve que l'antidémarrage il est actif, et avec l'antidémarrage je pourrais rien faire. Et pourquoi l'antidémarrage il est actif? Alors j'ai pas essayé d'écrire ou quoi que ce soit, je suis allé dans BMW ISN ici, ISN lecture écriture, donc là vous allez pouvoir voir, donc là je peux lire l'ISN du DME, donc le DME c'est le calculateur moteur. Je peux juste le lire hein, apparemment. Donc là je l'ai ici. Alors CC0F, ça me paraissait vraiment faible pour un ISN, mais en fait c'est ça. Ça c'est l'ISN de mon DME, donc on peut voir qu'il est noté ici. Et ensuite j'ai voulu faire lire CAS ISN, sauf que là c'est une version non prise en charge. Et d'après ce que j'ai compris, le fait d'avoir essayé ça, ça m'a un peu bloqué le CAS, il a dû se mettre un petit peu en sécurité. Parce que juste avant, je pouvais faire autre chose. Je pouvais par exemple aller dans clé, correspondance, donc CAS 1 à 3, donc c'est celui-là, et je pouvais lire les informations de la clé. Sauf que là, ça me dit délai OBD dépassé. Je crois que ça va me dire, attendez. Donc lecture des informations clés. Tout à l'heure, je les avais. Hein. Il y a 10 positions, je crois, et j'en avais 2 qui étaient enregistrées.
Voilà, délai attente OBD, donc ça marche pas. Ça me dit quand même ici que la clé qui est dans le contacteur d'allumage, c'est la numéro 2. Donc c'est ce que j'avais vu juste avant. J'en ai deux qui sont enregistrés, la 1 et la 2. Malheureusement, moi j'ai que la 2. Donc éventuellement, je pourrais éventuellement supprimer la 1 pour pas qu'on puisse redémarrer la voiture avec la clé qu'on m'a pas donnée. Bon, c'est pour parler. Là, on peut voir le VIN, on voit un petit peu tout. Donc apparemment, ça fonctionne bien. C'est des choses qui sont compliquées à avoir comme information. Dans tous les cas, pour lire mon casse, je vais être obligé de le faire en dehors de la voiture. En plus de ça, j'ai deux solutions. Pour le moment, mon idée, c'est que on va dire le fichier qu'il y a dans le casse d'origine ici, il est corrompu. C'est pour ça que j'ai un défaut casse processeur, que vous vous rappelez certainement dans la vidéo. Et du coup, mon but à la base, c'était de sortir le fichier, de le comparer avec le casse d'occasion que j'avais reçu, et de pouvoir voir les lignes qui n'étaient pas bonnes, en hexadécimal. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne suis pas forcément expert là-dedans, mais je voulais m'y mettre et je voulais essayer de trouver une solution. Mais en fait, maintenant que j'ai ce boîtier là, le CGDI BMW et un casse d'occasion, la solution la mieux, ça serait de reprogrammer le casse d'occasion sur ma voiture. Donc pour ça, je le ferai certainement après, je vous montrerai dans la vidéo. Malheureusement, il faut que j'attende l'adaptateur, donc encore quelques jours. En fait, il faut remettre à zéro le kilométrage du casse pour pas que ça mette un défaut sur le compteur. Si le kilométrage du casse est à 0, donc vierge, il va se réaligner avec le compteur dès le contact. Mais si je mets le casse d'occasion que j'ai et que le kilométrage est supérieur à celui de mon compteur, ça va me relever le kilométrage de mon compteur. Donc c'est pas ce que j'ai envie. Si le kilométrage du casse il est inférieur à mon compteur, ça va me mettre un point rouge, apparemment un tamper dot, donc un point rouge sur le compteur qui me dira que c'est pas cohérent entre les deux. J'ai pas envie de prendre le risque, donc je vais pas brancher mon casse d'occasion. C'est pour ça qu'il me faut aussi l'adaptateur pour pouvoir le reprogrammer avant de le remettre dans la voiture. Donc il va falloir remettre à zéro le kilométrage dans le casse. Il va falloir réaligner l'ISN, donc celui qu'on vient de lire du DME avec le casse. Le casse c'est le boîtier qui est là et le DME c'est celui qui est dans le moteur. Il va falloir réaligner le VIN, donc c'est le numéro du châssis de la voiture. Et il va falloir réécrire le code de ma clé pour que je puisse démarrer dans le nouveau casse, pour que ça soit tout remis à zéro et que je puisse le mettre dans la voiture et que ça démarre. Ça c'est la théorie et je vous reprends dans quelques jours pour essayer de faire ça, une fois que j'ai reçu l'adaptateur pour brancher directement le casse en externe. Bon, j'ai débranché le CGDI, j'ai eu un petit peu peur qu'en fait mon casse soit bloqué, mais en fait pas du tout. Là si je mets le contact et que j'appuie là, alors, si j'arrive, voilà, j'ai plus du tout le cadenas, donc là ça marche bien. Donc en fait à mon avis il a dû se mettre un petit peu en sécurité avec les requêtes que j'ai demandé du CGDI, et du coup ça a dû le mettre un petit peu en vrac. Si je rebranche le CGDI pardon, et que je essaye de lire les clés, je pense que ça fonctionnerait. Bon, le but c'est pas de lire la clé pour le moment, c'est de réparer le casse ou de reprogrammer le nouveau, donc je suis obligé d'attendre l'adaptateur, mais pour vous c'est tout de suite. Ça y est, j'ai reçu l'adaptateur, enfin, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça. Donc il y a quoi dedans? Il y a un câble qui doit se brancher directement sur le boîtier, je pense. Ouais, c'est ça, il doit se brancher ici, à la place de l'OBD. Non, je vois un OBD ici. Je sais pas, je vais voir. Bon, bref. Et puis il y a l'autre boîtier, avec une carte électronique, pour se brancher sur le casse, directement ici, et avec la prise qu'il y a là. Bon, je mets tout ça en place, je range un petit peu, et on voit ce qu'on arrive à faire en externe. J'espère que cette fois-ci je vais vraiment y arriver parce que là ça commence à faire long. Allez, c'est parti, j'ai encore pas essayé, j'ai démarré le logiciel, j'ai branché le CGDI, ensuite j'ai branché la prise qui va sur l'OBD de mon adaptateur Godiag CAS 2, CAS 3. Je l'ai alimenté ici en 12 volts avec une prise 220, enfin 12 volts quoi. Et sur la prise Godiag ici, je suis branché directement sur le casse avec la grosse prise et la petite prise avec la petite carte. Il y a des boutons, il y a un bouton là, un bouton là. Pour le moment, honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc là, je vais essayer de voir ce que j'arrive à faire là-dedans. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je regarde dès que j'ai un petit peu plus trouvé ce que je voulais faire. Bon, du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne fonctionne pas avec celui-là. Donc en fait, mon casse, il est bien HS, il est certainement corrompu. Avec le matériel que j'ai acheté ici, je ne peux pas lire le fichier hexadécimal comme je pensais le faire. En fait, c'est juste un truc un petit peu plug and play. Bah, vous voyez bien, avec des prises, il n'y a rien à souder, pas besoin de l'ouvrir. Donc c'est super facile. Par contre, je ne peux pas modifier le fichier hexadécimal ni le sortir clairement de mon casse. Il faudra un autre appareil, comme par exemple CG Pro, VVDI2, bref, je peux vous en citer d'autres. Hein. Le AK90 que j'avais acheté, il aurait pu le faire, mais bon, j'ai pas réussi à le faire marcher, ou alors il marchait pas, et dans tous les cas j'ai plus l'appareil qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas récupérer le code de la clé. C'est à dire que le transpondeur qui n'est pas réinscriptible, qui est dans la clé, un transpondeur ça ressemble à ça,
Donc ça c'est un PCF 7936 je crois, bon c'est pas écrit dessus parce que c'est pas le bon sachet. Mais en gros ce transpondeur c'est ce qui permet de démarrer la voiture, de faire l'anti-démarrage. Si j'avais pu lire les clés en passant par là, donc là je serais allé par exemple dans BMW clés, je vais vous le faire, hein. Correspondance case 2, voilà, là je peux lire les informations clés, soit j'ai un coup de chance, ça marche, mais à mon avis je pense pas. Donc là en fait ça cherche et ça fonctionne pas. J'ai essayé avec l'autre case, je vous montrerai juste après, l'autre ça fonctionne. Malheureusement, la malchance que j'ai, c'est que c'était très bien, ça avait très bien fonctionné une première fois quand je l'ai fait en OBD dans la voiture et après je sais pas ce qui s'est passé, le casque il a dû se briquer ou se foutre en travers ou se corrompre encore un peu plus et j'arrive plus à accéder à ces valeurs-là. Malheureusement, on voit en bas que c'est écrit 100%, là normalement ça aurait déjà dû s'afficher et voilà, là j'ai l'erreur ODB refuse machin. Je dois avoir certainement une erreur de checksum dans le fichier hexadécimal ou quelque chose comme ça. Et c'est mon plus gros problème, c'est que je ne peux pas lire la clé. Alors j'ai ici code de la dent, mais je suis pas sûr que j'arriverai à faire grand chose avec ça. Je vais quand même le noter dans un coin, mais à mon avis le transpondeur qui est dans ma clé, il est un petit peu foutu parce que je peux pas récupérer le code. Comme vous avez vu, je viens de vous en montrer un autre, j'en avais acheté un et j'en ai même commandé d'autres. Donc je pourrais normalement reprogrammer ce transpondeur, le mettre dans ma clé et pouvoir essayer de reprogrammer le casque entièrement, c'est-à-dire le deuxième, là, celui que j'ai acheté d'occasion, sans l'ouvrir encore une fois grâce à ce logiciel. Donc je vais essayer de faire étape par étape, excusez-moi si je fais des erreurs parce que pour moi c'est la première fois aussi, mais je vais essayer de faire ça correctement, reprogrammer le deuxième casque pour pouvoir essayer de démarrer enfin cette BMW. Pour vous montrer encore une fois que ça fonctionne vraiment pas, là je peux aller dans BMW ISN lecture, et là normalement je devrais pouvoir lire le CAS en 4 octets. J'ai remarqué que c'était comme ça sur celui-là, bon, me demandez pas pourquoi, mais normalement en mettant ça, ça devrait fonctionner et ça devrait me donner on va dire l'ISN du CAS, mais malheureusement bah, ça me le donne pas correctement, ça me le donne même pas du tout, on va voir ce que ça me dit, mais en général ça me fait une erreur, tout à l'heure ça m'a mis une erreur aussi. Voilà, donc là l'authentification de sécurité a échoué. Donc là c'est bien avec le casque qu'il y avait dans la voiture. Maintenant je vais brancher celui que je viens d'acheter. On va voir déjà qu'il n'y a rien qui correspond au niveau des informations. Et je vais peut-être essayer une autre chose. Est-ce que je peux essayer de remettre à 0 le kilométrage sur celui-là juste pour tester avant de tester sur l'autre? Donc remise à 0, kilométrage casse. On va voir si j'arrive à le faire, mais bon à mon avis vu que j'arrive à rien faire d'autre, ça je suis pas sûr que ça va fonctionner. Kilométrage 0. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Je devrais pas être à 0 normalement. Et si je mets effacer le kilométrage, la version K, si on a... Ok. On va voir si j'arrive à faire quelque chose, mais bon, kilométrage étant donné qu'il était déjà à 0, je suis pas sûr. Bon, j'ai l'impression que ça tourne en rond, je vais arrêter tout ça et je vais brancher l'autre pour voir ce que j'arrive à faire. Donc je viens de brancher le casque d'occasion là que je vais remplacer. Donc première chose que je vais faire, je vais essayer de remettre à 0 le kilométrage. Donc on va voir ce que ça me dit. Ça se connecte. Ok, donc kilométrage 0 et VIN CR 56 290. Donc déjà le VIN il est pas bon, mais est-ce que je vais pouvoir le changer? Je suis pas certain. Et le kilométrage il est à 0. Je vais quand même faire effacer le kilométrage, on va voir ce que ça fait. Oui. Ok. J'espère que ça va fonctionner parce que tout à l'heure ça marchait pas. Flash effacé avec succès. Mais je suis encore à 3%, donc c'est bizarre. Programmation OCU, d'accord. Donc là déjà ça me faisait pas ça sur l'autre casse, donc c'est un peu une bonne nouvelle. Je vais voir ce que ça va faire au bout des 100%. Je vais vous mettre en accéléré. Ok, on arrive à la fin. Je vais attendre. Ah c'est bon, si, 100%. Flash vérifié correct. Éteignez le véhicule, retirez la clé du tableau de bord. Pour réglage, j'ai cliqué sur OK. Donc, retirer la clé. Donc j'imagine qu'il faut que je débranche le casse, je pense, pour pouvoir continuer. Je vais tenter de le faire comme ça, parce qu'en débranchant le casse, j'hésite. Attendez, je vais réfléchir, je vais voir après. Bon, dans le doute, j'ai voulu vérifier. Ça me dit, alors là, vu que je suis branché en externe, je vous ai montré juste avant, ça me dit de retirer la clé du tableau de bord, donc je pense que ça est censé couper l'alimentation du casque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'alimentation en débranchant l'alimentation et cliquer sur OK. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur OK. Et apparemment, j'ai rien de plus. Donc je vais le rebrancher dans quelques instants. Ah non, installer l'instrument calibré sur la voiture, cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Bon, du coup, ça me disait de remettre le truc dans la voiture. Je l'ai pas fait parce qu'il faut que je continue la programmation et j'ai pas envie de le débrancher, de le rebrancher en OBD pour le moment. Donc, je vais mettre confirme, comme si je l'avais fait. Éteignez le véhicule, cliquez, ok. Donc en fait, je pense que quand je mettrai le CAS dans la voiture, ça va synchroniser avec le compteur. Mais bon, pour le moment, c'est trop tôt. J'ai fait que le kilométrage. Donc ben voilà, échec de la réinitialisation du collimétrage. Bah forcément, je l'ai pas remis dans la voiture. Comment je vais faire? Le problème, c'est que j'ai peur de mettre le truc dans la voiture et que ça soit pas fait et que le kilométrage y bouge. Je vais réfléchir encore un peu et je vous tiens au courant. Bon, je sais pas trop, c'est pas grave, dans tous les cas je peux pas faire mieux. Ici on voit synchroniser ELV, donc ELV c'est le verrou de colonne, ce qui fait le blocage de Neumann si on veut. Là je peux pas le faire en externe, forcément il n'est pas branché au reste, donc ça je pourrais pas le faire. À voir si j'ai besoin de le faire un peu plus tard dans la voiture, mais bon pour le moment je peux pas le faire. Bon, pour le kilométrage, j'ai réessayé entre temps. Ça m'a pas remis l'effacement de la flash, tout ça. Ça m'a juste remis la fonction, enfin on va dire la procédure, pardon, qui avait à la fin d'éteindre le contact, tout ça. Donc on verra pour refaire ça. Je me rebrancherai peut-être en OBD dedans quand j'aurai un petit peu plus avancé. Maintenant, je voudrais essayer de changer le VIN. Alors j'espère que je peux le faire. Je vais essayer d'aller là. Programmation du système BMW, châssis E. C'est une E87. Bon, le casque, je crois qu'il vient d'une autre voiture. Je crois que c'était E90 ou quelque chose. Bon, voilà. E61, c'est écrit là. Là, j'ai le VIN de la voiture d'avant, donc c'est pas le bon. Et j'ai la série de voiture E61. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire commencer la programmation. Veuillez sélectionner le numéro de série de CU. D'accord, donc il faut que je sélectionne le CU avant. Donc, forcément, ça lit que le casque, hein, vu que je suis en externe. Sinon, ça lirait plus de modèles. Veuillez s'assurer que la batterie est complètement chargée. Ok, de toute façon je suis en externe. Veuillez retirer la clé du contacteur d'allumage. Donc je vais débrancher. Ok. Impossible d'obtenir le fichier. Bah forcément j'ai enlevé la clé, il est con celui-là. Bon pareil, je vais faire en dehors et je vois après. Je vais essayer de voir, on n'est pas encore à démarrer. Maintenant je vais essayer de voir si j'arrive à mettre l'ISN dans le CAS. Donc l'ISN, on l'a lu précédemment dans la vidéo sur mon DME. Là forcément ça va pas pouvoir le lire. Donc là je vais essayer lire CAS ISN 4 octets. Normalement ça devrait pouvoir me lire l'ISN qui est à l'intérieur. Donc voilà, l'ISN il est là. Alors il a 8 caractères. Et sur mon DME j'ai que 4 caractères. Donc est-ce que je dois mettre les 4 zéros avant? Je sais pas, pareil je vais essayer de voir ça à côté. Et de copier mes caractères de mon DME pour que ça corresponde et que le démarrage puisse se faire. Donc je me suis renseigné sur le CAS, il y a bien 8 caractères, mais pour combler les 4 premiers, il faut mettre les 4 zéros, donc je ne les ai pas effacés, et j'ai mis mon ISN de DME que j'avais lu un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui est CC0F, et du coup je viens de l'écrire sur le CAS, donc ça normalement ça serait bon. Enfin quelque chose qui fonctionne, ça change pour un boîtier à plus de 500 balles, bon bref. Je continue un petit peu tout ce que je dois faire. Il me manque encore la clé et après on verra dans la voiture si on arrive à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire auparavant. Bon, maintenant il me reste à reprogrammer une clé. Mauvaise nouvelle, j'avais acheté ce transpondeur là, PCF 7936, je crois que c'est ça, et en fait en ouvrant ma clé, je ne l'ai pas dans la clé. C'est un truc intégré. Bon, j'ai été un petit peu mal renseigné malheureusement, donc je vais pas pouvoir le faire directement avec la clé. On va voir comment on peut faire. Mais en attendant, j'ai redémonté les deux circuits des deux casques. Donc ça c'est le nouveau que je vais remplacer. Ça c'est celui que j'avais. Et j'ai remarqué, alors je sais pas si ça se verra bien, je vais essayer de zoomer. J'ai remarqué qu'ici là il y avait un espèce de point de soudure ou je sais pas quoi et que c'était à moitié pourri. Et où c'est que j'ai vu aussi, là voilà, sur celui-là aussi on dirait qu'il y a eu un point de soudure. Alors ça se verra peut-être pas trop comme ça. Mais clairement sur le nouveau, ici c'est beaucoup plus propre. Ça se verra peut-être pas bien, je suis désolé. Et ici aussi. À mon avis, celui-là, il avait été bidouillé. Et c'est peut-être à cause de ça que ça a fait tout foirer, je sais pas. Bon, bref, celui-là, je vais quand même réessayer de lire les clés au cas où. Je suis un petit peu dégoûté parce que la première fois que j'ai branché en OBD avec ce logiciel, j'avais pas filmé. Et ben, j'aurais dû filmer parce qu'une première fois, j'avais réussi à lire les clés. Je me rappelle très bien que ma clé que j'ai, c'est la numéro 2. J'avais tous les clés secrètes, tout. Malheureusement, j'ai pas retenu de tête, j'ai pas pris de photo, j'ai pas pris de vidéo. Et malheureusement ça m'aurait bien aidé parce que j'aurais pu me resservir de ma clé juste en copiant la clé secrète avec le logiciel. Bon, je vais essayer de faire autrement en attendant d'avoir une clé vierge qui correspond pour pouvoir mettre comme il faut dans la voiture. Je vais essayer de relire une dernière fois ce casque et on va voir ce que ça donne. Bon, encore une fois c'est foutu pour lire la clé. La seule différence c'est que j'ai pu mettre la clé que j'avais, donc on peut voir clé dans le contacteur d'allumage. J'ai réussi à la mettre là-dedans en appuyant sur IMO et en fait ça lit la clé comme si elle était dans le contacteur.
Bon, ça m'a juste appris ça m'a pas servi à grand chose d'autre parce que je peux pas le faire. Et ce qui est frustrant, c'est que si je vais... Alors, là je vais faire OK. Si je vais dans activer, désactiver la clé et que je mets lire les informations clés, et ben là ça fonctionne. Je peux voir quelle clé, numéro 1, numéro 2, type de clé utilisée, activée, mais je peux pas voir les codes je peux pas voir les codes. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement et je vais essayer de chercher un petit peu plus, mais à mon avis je suis coincé et j'ai pas bien le choix de faire un petit peu un bricolage en attendant la clé que je vais recevoir de vierge. Bon, du coup là, si j'ai pas filmé, j'ai choisi le slot numéro 4 ici, qui est écrit inutilisé. J'ai mis mon petit transpondeur PCF machin là dans le trou ici du CGDI et j'ai mis générer revendeur clé. Ici, comme on peut voir dans les logs, ça m'a mis... où c'est que ça m'a mis? Oui, bah là c'est un peu plus haut parce que du coup j'ai fait autre chose entre temps. Mais si je remonte... je sais plus où on est. Réussite de la clé de programmation, voilà, on est là. Activer la clé avec succès. Mais malheureusement, c'est toujours écrit inutilisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout débrancher et je vais aller me brancher sur la voiture avec le casse et je vais voir si ça m'aide, si ça... J'espère que j'ai pas fait de conneries parce que sinon, déjà que c'est en train de me saouler avec le boîtier qui marche à moitié pour ce que je vais faire. Je branche tout et puis on se retrouve sur la voiture. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que la clé elle est vide, il y a juste le transpondeur que j'ai mis. Je le mets dedans, je mets le contact et là, bim, la boulette. Vous allez voir ce que ça a fait dans pas longtemps. Voilà, 259 648 000 km avec le point rouge qui est juste là. Donc c'est exactement le truc que je voulais pas avoir. Donc le casse, il n'était pas remis à zéro en fait. Je pense, mais je suis pas sûr parce qu'il n'y a personne pour m'aider dans ces cas-là. Ce qu'il fallait faire, je pense, c'est qu'il fallait débrancher le compteur, faire la synchronisation, enfin le remise à zéro du kilométrage sur la voiture en OBD. Et ensuite, quand l'OBD le demandait, rebrancher le compteur. En fait, c'est ce qu'ils doivent appeler instrument calibré, quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être le compteur. Donc il aurait fallu le rebrancher à ce moment-là et là, ça serait synchronisé. Je vais continuer comme ça, le kilométrage j'essaierai de le rectifier un peu plus tard, mais c'est très compliqué, en tout cas, enfin très compliqué. Pour quelqu'un de lambda, en tout cas BMW, ça ne peut pas le faire non plus. Il y a plusieurs solutions, je suis pas sûr que j'en parlerai parce que c'est pas forcément des trucs que j'ai envie de montrer, d'expliquer comment faire. Mais bon, vous imaginez bien que 175 000 à 259 000, moi ça me fait un sacré trou dans le porte-monnaie et puis c'était pas vraiment le kilométrage qu'elle avait quand j'ai acheté, donc ça me fait un peu chier. Bref, je vais essayer de brancher en OBD maintenant directement, voir si j'arrive à démarrer parce que vous imaginez bien que c'est pas le cas. Si j'embraye et que j'appuie là, voilà, ça démarre pas. Donc il y a un problème. C'est pas je suis pas sûr que ça soit l'anti-démarrage parce que sinon ça me mettrait. Le lever non plus. Donc je sais pas. Je vais brancher l'OBD et je vais voir ce que ça me dit. Bon, j'ai rebranché la valise de diagnostic. Le diag il met 15 ans. Je sais pas si c'est la valise ou si c'est la voiture. En fait, j'ai plein de problèmes. C'est que le casse, contrairement à ce qui était écrit, il vient pas du nœud 90. Bon, E90 c'était déjà pas ce qu'il me fallait, mais bref. Il vient pas du nœud 90, il vient du nœud 61. Une 530D boîte automatique, donc il n'y a rien qui va. Moteur M57, il n'y a rien qui va à part l'année. Donc j'ai plein de défauts. Défauts du boîtier électronique, casse processeur, alimentation ELV. Si je les enlève, ça revient. Hein. Bon, papillon, pilotage, ça c'est parce que j'ai supprimé la vanne EGR. Ensuite, message, erreur, récepteur. Je sais pas, je comprends rien. Rien qui va. Pompe auditionnelle, ça c'est encore autre chose. Tableau de bord, je dois encore avoir quelque chose. Voilà, bon, j'ai plein de choses comme ça qui vont pas. En fait, il faudrait recoder entièrement le bordel. Bon, là, je vais attendre que ça finisse et effacer les défauts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une synchronisation DME casse ou DDE casse, je sais même plus, je m'en fous en fait. Et bon, voilà ce que ça a fait. Je me suis rendu compte en fait que lorsque je mets le contact, voilà, je vais attendre que ça finisse, je vous reprends juste après. Du coup, je me suis rendu compte que quand je mets le contact, donc déjà il n'y a pas d'anti-démarrage, quand j'appuie sur le contact et que j'embraye, et ben ça part pas, ça me fait ça. Et ben pourquoi? Ben tout simplement, je me suis rendu compte que vu que c'était un casse de boîte automatique, et ben il faut certainement freiner. Donc j'ai freiné, là je freine et j'embraye. Et là ça démarre. Ah bah même ça démarre. Ah bah on est bien. Bon, je vais pas laisser tourner trop longtemps, je vais regarder de mon côté, mais bon, au moins ça démarre. Bon là j'ai un bruit, c'est la pompe de DA. Pour la pression d'huile, j'ai 4 bars. Bon, je viens d'allumer, hein, c'est froid. Je vais laisser tourner un petit peu et je regarde si tout va bien.
Bon, j'avais le micro sur moi, donc vous avez peut-être pas bien entendu. Ça a un petit peu du mal à démarrer, enfin ça démarre pas au quart de tour, mais au demi-tour on va dire. Bon là, c'est un petit peu chaud, je vais regarder les températures. Bon, je peux pas voir les températures d'huile, mais en tout cas pour la température liquide de refroidissement, je suis à 40 degrés. Donc il n'est pas chaud, mais il n'est pas froid non plus. Et c'est pour ça que la pression d'huile, elle a déjà un petit peu baissé par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je suis à 2 bars 25, on va dire, allez, 2 bars 2. Je regarderai dans la notice et je vous l'écrirai, la valeur qu'il faut que j'ai. Mais bon, franchement, c'est bien parti pour que je puisse enlever le manomètre et remettre le capteur. Alors, j'ai pas de défaut avec le capteur, donc j'ai pas forcément besoin de le remettre, mais bon, pour aller rouler, ça serait quand même un peu mieux. Le moteur il vibre quasiment pas quand je mets la main dessus, donc c'est bon signe, il n'y a pas de fumée bizarre. Ça tourne correctement. Là j'ai bien la piscette d'eau en haut là qui revient. Il faudra refaire certainement un peu le niveau, mais franchement pas trop mal pour le moment. Ça n'a pas bien bougé. Il faut faire une chauffe complète pour pouvoir refaire le niveau. Là pour le moment ça n'a pas été le cas, je ne l'ai pas fait chauffer assez. Mais ça sera fait bien sûr plus tard. Voilà, là je suis à 2 bars encore. 2 bars de pression d'huile. Donc les suppositions qu'il y avait un problème de pression d'huile avec la pompe, je suis pas certain. Mais bon, après ça peut arriver, on va essayer de voir un petit peu plus quand le moteur est chaud, voir si la pression elle chute ou pas. Par curiosité, j'ai effacé les défauts et en fait il me reste que celui-là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, numéro de châssis erroné, bah forcément j'ai un numéro de châssis 261 sur le casque, donc forcément ça met un défaut. Peut-être qu'en coupant ça va rechanger, ça reviendra. Je pense que le papillon ça va revenir, le papillon de GR. Il faut que je réussisse à supprimer le DTC, bon ça on verra un peu plus tard. Je vais essayer d'accélérer un peu, on va voir ce que ça dit. Ça a l'air de bien réagir. Le turbo il siffle un peu, je sais pas si c'est vraiment normal. Voilà, je sais pas trop quoi dire, mais dans tous les cas c'est quand même une bonne nouvelle qu'elle puisse démarrer. Bon, vous l'avez vu, ça démarre enfin après toutes ces vidéos, mais moi j'en avais marre. Le CGDI BMW que j'ai acheté, bon, il est pas si mal, ça coûte cher, mais ça fait quand même pas mal de choses en automatique on va dire. Malheureusement ça fait pas tout. Là par exemple, autant pour le kilométrage du compteur que pour le changement d'uvine, pour la copie de mon dump, on va dire du fichier qu'il y a dans mon ancien casque, malgré qu'il soit un petit peu erroné, il y aurait des boîtiers qui arriveraient à le lire et qui arriveraient certainement à écrire sur le nouveau casque. Le problème, c'est qu'avec ce nouveau casque, qui est un casque de E61, déjà la direction elle est à droite, la boîte c'est une boîte auto, donc il faut que j'embraye et que je freine pour pouvoir démarrer, forcément. Avec une boîte auto il faut freiner, et avec une boîte manuelle il faut appuyer sur l'embrayage. Et là forcément je dois faire les deux. C'est pas très grave, mais en tout cas c'est pas adapté pour faire ça. Pareil, toutes les options, j'ai de la chance parce que je pense que l'autre voiture elle devait aussi avoir les xénons, sinon les miens ils s'allumeraient plus si l'option n'était pas codée, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pareil, le mieux ça serait de copier mon ancien casque et de le mettre dans celui-là. À mon avis, je suis pas sûr que c'était vraiment un fichier corrompu, mais peut-être plus une histoire de matériel. Je pourrais aussi envoyer mon ancien casque à faire réparer, ça coûte environ 200 €, il faut attendre à peu près une semaine, 2 semaines, je sais pas. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément ma façon de faire, c'est pas qu'une histoire d'économie, c'est aussi pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et puis en le faisant une fois, oui c'est moins cher de l'envoyer, mais si je dois le faire 2 fois, 3 fois dans les prochaines voitures, et ben forcément le matériel il est quand même rentabilisé assez vite. Le matériel que je disais pour faire tout ce que je vous ai dit que je peux pas faire avec celui-là, c'est le CG Pro. Je ne l'ai pas encore commandé,
j'aimerais le commander. Honnêtement, je vais essayer d'envoyer un mail à la marque. J'ai déjà acheté le CGDI BMW et je pense que je peux le mettre un petit peu en avant à travers une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est un outil qui sert à rien. Peut-être que vous en avez un autre à me proposer pour ceux qui connaissent, pour faire tout ce qui me manque. Dans tous les cas, ça démarre, mais pour moi, c'est loin d'être terminé. Parce que même si ça démarre et que ça peut rouler, il faut quand même reprogrammer un petit peu tout ça. Il y a encore plein de choses que je compte faire sur cette BMW, malgré qu'elle ait commencé à démarrer. Donc j'espère que ça vous intéressera, autant de la carrosserie que de l'amélioration à l'intérieur. C'est une voiture que je compte garder pour moi, en tout cas dans un premier temps, sauf si je dois la vendre, on verra bien. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!